Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur le programme de spécialité. Donc je suis toujours avec ma collègue Mona qui vient travailler le bac avec vous. Et donc maintenant on va s'intéresser au dernier thème qui nous reste. Oui. C'est en fait le thème numéro 1 du programme officiel qu'on avait souhaité mettre un petit peu de côté pour pouvoir le traiter vraiment à fond et en profondeur parce que c'est pas le plus évident en fait. Oui, d'un point de vue notionnel, c'est quand même celui qui présente des notions qui sont quand même assez complexes. D'accord. Donc, je résume. On est donc dans le thème 1, la Terre dans l'univers, la vie et l'évolution du vivant. Et cette fois-ci, cette partie s'intitule Énergie et cellules vivantes. Oui. Avec une subtilité. C'est chez les eucaryotes. Très bien. Tu nous rappelles un peu ce que c'est qu'un eucaryote? Oui, normalement depuis la classe de seconde, les élèves ont vu ce que c'est une cellule eucaryote. Donc c'est une cellule dont le matériel génétique est dans un noyau. Il est dans un organite. Il n'est pas libre dans le cytoplasme comme ça peut l'être chez les prokaryotes, donc par exemple les bactéries. Et donc depuis la classe de seconde, les élèves ont vu qu'il existe des cellules animales, des cellules végétales et les champignons qui sont des cellules eucaryotes. Ok, ça marche. Voilà. Donc, le premier mot de ce thème, c'est l'énergie. Oui. Donc, les élèves, c'est une notion qu'ils connaissent, qui travaillent depuis les années de collège. Oui, qui vaut aussi en physique-chimie d'ailleurs. Ouais, aussi. Mais les cellules, elles vont pas utiliser de l'énergie thermique, électrique, cinétique ou autre. Alors, une cellule, pour qu'elle puisse fonctionner, se multiplier, fabriquer de la matière, elle utilise de l'énergie sous quelle forme? La molécule clé, c'est l'ATP. Ok. Ça veut dire quoi? Adénosine triphosphate. Très bien. Donc par rapport à la classe de seconde, dans les molécules que les élèves ont pu voir, dans les molécules du vivant, on a vu les glucides, les lipides, les protéines, et il y a aussi les acides nucléiques que les élèves ont vus pour l'ADN, ou l'ARN en première S. Et bien l'ATP fait partie aussi de ce groupe-là. Donc c'est un nucléotide, l'adénine, auquel c'est rajouté des phosphates. Exactement, il y a 3 groupements phosphates, d'où son nom. Triphosphate, tri pour 3. Okay. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet ATP, son dernier groupement phosphate, en fait, il peut être enlevé. Okay. Et la libération d'énergie, elle va être très importante au moment où ce 3e groupe phosphate va partir. Et donc, on obtiendra un ADP pour adénosine diphosphate, et donc un phosphate inorganique. Et la plupart du temps, on matérialise sous la forme de ATP, flèche, donc donne, ADP plus PI pour phosphate inorganique. Plus énergie, qui est l'énergie libérée pour les réactions chimiques. Bien sûr, oui. D'accord, ok. Et bien sûr, j'imagine que la réaction peut se faire à l'inverse. Bien sûr, et du coup, il faut de l'énergie pour pouvoir faire cette réaction à l'inverse. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que finalement, cet ATP permet de stocker de l'énergie chimique? Je pense que nous, on peut l'employer comme ça. Après, je ne suis pas sûre qu'un chimiste il soit très content, mais nous, on a le droit de l'employer dans ce sens-là. Très bien, profitons-en. Voilà. Ok. Alors, par quoi on va commencer? Alors, je pense qu'il faut démarrer finalement dans l'idée des chaînes alimentaires, puisque depuis la classe de 6e, les élèves connaissent les chaînes alimentaires et savent que le point de départ de toute chaîne alimentaire, c'est un être vivant végétal. Ouais. Donc effectivement, les élèves ont appris en 6e au collège qu'on a de la matière organique qui est fabriquée par les végétaux et que ces végétaux vont être mangés par des animaux qui les consomment exclusivement. Donc les termes de phytophage, etc. sont connus. Et qu'ensuite, il peut y avoir des consommateurs qui vont manger des animaux. Donc ça, c'est des zoophages. Donc voilà, ils savent que toute chaîne alimentaire démarre par un végétal et effectivement, ça sera le point de départ du cours. Ok. Est-ce que tu vois avec les spé le terme d'autotrophe, hétérotrophe? On peut en reparler, mais c'est vraiment par rapport à la classe de seconde, où ils l'ont vu un petit peu. Donc effectivement, on en parle, ça c'est sûr. On ne va pas axer là-dessus non plus. Et donc, comment les cellules végétales font pour, elles, fabriquer leur ATP et obtenir de l'énergie? Oui, alors ça c'est vraiment un des cœurs de l'aspect. On travaille sur la photosynthèse. Alors rien que dans le nom, on a déjà 2 informations. Photon, c'est-à-dire les particules de la lumière, et synthèse, la fabrication. Donc en fait, ça va être la fabrication, la synthèse de matière organique à partir d'énergie lumineuse et bien sûr de matière minérale. Ok, ça marche.
Alors du coup, il y a pas mal de manipulations qu'on peut faire pour mettre en évidence cette photosynthèse. Notamment un des grands classiques, c'est observer par exemple des élodées qu'on a positionnés pendant longtemps, par exemple 24 heures à la lumière ou 24 heures à l'obscurité. Colorer ces élodées, enfin tenter de les colorer avec de l'eau iodée, voilà. Et normalement, les élodées qui sont placées à l'obscurité, en fait, il n'y a pas de coloration. C'est-à-dire qu'on ne voit pas d'amidon. Ouais, puisque l'eau iodée, on rappelle, le Lugol, hein, c'est un colorant qui permet de mettre en évidence la présence d'amidon, qui est un sucre qui fait partie donc, du gros groupe des glucides. C'est un sucre complexe. Et en revanche, au niveau de tout ce qui est cellules à la lumière, on va avoir une coloration au niveau des chloroplastes. Voilà, c'est ce que j'allais dire, que la coloration, elle n'est pas partout. Non. Elle est au niveau du chloroplaste. Donc, vous vous souvenez, dans les cellules végétales, il y a tout un tas d'organites, comme dans toutes les cellules eucaryotes, mais les cellules végétales présentent un chloroplaste, qui est un organite qui n'est pas présent dans les cellules animales. Oui. Et donc, ce chloroplaste, c'est vraiment l'organite, comme tu l'as dit, clé de la photosynthèse. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe dans ce chloroplaste ? Alors, dans ce chloroplaste, il y a des molécules qui vont permettre de capter cette énergie lumineuse et de pouvoir la transformer en gradient chimique et donc d'obtenir de l'énergie chimique. Donc et ça, notamment, excuse-moi, c'est les pigments photosyntétiques Exactement. qui permettent de capter la lumière. C'est ça, c'est des pigments photosynthétiques que seuls les végétaux verts possèdent. Okay. Les autres êtres vivants n'ont pas ce type de pigments et ne sont pas capables de récupérer cette énergie lumineuse. Est-ce qu'on peut exiger des élèves qu'ils les citent ? Ils connaissent, hein. Ils ont fait en général une chromatographie, donc ils savent qu'il y a la chlorophylle A, chlorophylle B, qu'il y a d'autres pigments, les caroténoïdes, les xanthophiles, etc. Okay. Donc ils sont censés connaître quand même. D'accord, ça marche. Ouais. Alors du coup, cette énergie lumineuse avec ces pigments, elle va être notamment, il y aura des gradients de protons, etc. Ça va permettre d'obtenir de l'ATP, mais aussi des composés réduits. Ok. Donc en terminal SP, on va dire qu'on passe de 2R à 2RH2. D'accord, ok. Donc voilà. il y a un petit code qui est une nomenclature spéciale pour les élèves de terminal SP, mais on ne leur donne pas le vrai nom. Non, quand ils feront leurs études supérieures, ils verront le vrai nom. D'accord. Voilà, bon là on essaie de simplifier les choses en fait. D'accord, ok. Donc l'énergie lumineuse est convertie en ATP et en composés réduits. Exactement. Okay. Et ces deux molécules-là, elles vont servir pour faire tourner le cycle de Calvin. Exactement. Okay. Donc le cycle de Calvin, il est aussi dans les chloroplastes. On n'a peut-être pas précisé d'ailleurs que tous les pigments photosynthétiques étaient dans des structures internes aux chloroplastes, les thylakoïdes. Et les élèves ont vu des ultrastructures de cellules et ont vu au niveau des chloroplastes que les thylakoïdes peuvent s'empiler. On appelle ça un granum ou un grana, voilà. Et du coup, le cycle de Calvin, il a lieu en dehors des thylakoïdes par contre. Donc on va dire dans le cœur du chloroplaste. Et ce cycle de Calvin, en fait, c'est des tas de transformations chimiques de molécules organiques. Et on a donc une molécule minérale, le dioxyde de carbone, donc un carbone et deux dioxygènes, donc c'est bien minéral, hein, qui s'incorpore à ce cycle. Et à l'issue de tas de transformations, on a en sortie de cycle, on a des molécules organiques en 3 atomes de carbone. Mais pour que ce cycle de Calvin fonctionne, il faut de l'ATP et des composés RH2. Pour pouvoir fournir l'énergie nécessaire à l'association des CO2. Oui, puisque le dioxyde de carbone qui va pénétrer dans le cycle, il faut de l'énergie pour qu'il puisse s'associer à des molécules qui sont déjà présentes. En fait, c'est un cycle qui tourne quasiment en permanence. Est-ce qu'on parle avec eux de la Rubisco ou alors c'est un terme qui n'est pas utilisé? Non, c'est pas vraiment un terme qu'on utilise. On peut un petit peu l'envisager, mais c'est pas dans le programme. D'accord. À la fin, il y a eu la phase photochimique. Oui. Il y a eu ce cycle de Calvin qu'on dit la phase non photochimique, puisqu'elle n'a pas besoin de lumière directement, mais indirectement quand même. Historiquement, en fait, on l'a prouvé pendant quelques secondes, après qu'on met des végétaux verts à l'obscurité, pendant quelques secondes, le cycle de Calvin continue de tourner. Donc en fait, le cycle de Calvin n'a pas besoin de lumière à proprement parler, sauf que, au bout d'un moment, la quantité d'ATP, la quantité de NH2 n'étant pas renouvelée puisqu'on est dans le noir, et du coup, le cycle de Calvin, il arrête en fait. Et donc à la fin, quand le cycle de Calvin a bien tourné, on obtient donc des molécules organiques, on va obtenir des sucres, des glucoses. Ces glucoses vont s'associer, vont être associées sous forme d'amidon. Oui. C'est la molécule de stockage tout à fait. Privilégiée. Et donc ça, c'est la partie qui se passe dans le chloroplaste.
Oui, après, les élèves de Terminal SP voient aussi, il y a eu des expériences qui ont été faites pour voir justement dans le temps quelles sont les molécules qui sont produites. Donc dans un premier temps, on l'a dit, c'était des composés en C3. Ouais. Après, tu l'as dit, il y a du glucose. Mais après, il peut y avoir aussi des enzymes qui vont intervenir pour fabriquer des acides aminés, des acides gras, et puis après, comme tu le dis, effectivement, de l'amidon. D'accord, ok. Donc tu vois un petit peu quand même le début des voies métaboliques chez les végétaux. Ouais, on en parle un petit peu. Ouais. Okay. Mais donc là, on est allé jusqu'à l'idée de glucose ou d'amidon. Oui. Mais finalement, comment la cellule végétale ou même les animaux qui vont manger ces cellules-là, comment ils vont pouvoir utiliser cette énergie chimique qui est stockée dans ces molécules organiques? Oui, alors effectivement, la photosynthèse, on va dire que finalement, en gros, c'est une conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Ok. Voilà. Maintenant, cette énergie chimique, elle est là, c'est l'ATP, ou alors c'est les fameuses molécules de glucose et d'amidon dont tu parlais qui constituent aussi de l'énergie chimique. Ils ont un potentiel d'énergie chimique. Du coup, que ce soit les végétaux verts ou que ce soit les animaux ou les champignons, ils vont justement utiliser ce glucose, cet amidon, etc., au cours d'un mécanisme, d'un métabolisme qu'on appelle la respiration cellulaire et qui est connu des élèves depuis la classe de seconde. Oui, parce que, et puis, c'est quand même sous-entendu déjà depuis le collège, quand on leur dit que le glucose réagit avec le dioxygène de l'air pour produire de l'énergie et des déchets que l'on cherche ensuite à éliminer. Exactement. On pose le nom de respiration cellulaire en secondes. Oui. Et arrivé maintenant en Terminal SP, on va aller voir un petit peu ce qui se cache derrière cette réaction chimique. Exactement. En fait, on va faire un petit peu comme pour la photosynthèse, c'est qu'on va s'intéresser au niveau cellulaire et au niveau même de l'organite pour essayer de creuser et voir un petit peu les choses. Et d'ailleurs, comme pour la photosynthèse, finalement, c'est des mécanismes d'oxydoréduction. D'accord. Voilà. Alors, comment on passe d'un glucose à de l'ATP? Voilà. Alors là, l'organite clé, c'est la mitochondrie. Donc la mitochondrie, tous les eucaryotes en possèdent. Alors que le chloroplaste était bien réservé aux végétaux verts. Et cette mitochondrie, elle va être capable justement de scinder ce glucose dans un cycle également. Il va y avoir donc une libération d'énergie sous forme d'ATP. Donc en fait, le glucose va restituer de l'énergie sous forme d'ATP. Et cet ATP va être utilisé par la cellule, comme tu l'as dit en début, si c'est une cellule musculaire pour se contracter, une cellule nerveuse fabriquer de l'influx nerveux, etc., se diviser. Voilà. Alors, quelles sont les différentes étapes pour permettre de libérer progressivement cette énergie et donc de former de l'ATP après? Alors, dans un premier temps, le glucose, il va être scindé en... Donc le glucose, on rappelle, c'est 6H12O6. Il va être scindé finalement en 2 molécules de sucre en C3. Et ça se passe dans le cytoplasme de la cellule eucaryote. Et on appelle ça la glycolyse. Exactement. Donc c'est la glycolyse, voilà. Et le pyruvate qui va pouvoir être le seul à pouvoir pénétrer dans la mitochondrie, parce que le glucose, lui, il ne peut pas. C'est ce pyruvate qui va rentrer dans le cycle, cette fois-ci de Krebs, et qui va être comme ça décarboxylé. En fait, on va perdre des CO2, des dioxydes de carbone au fur et à mesure. Toutes ces décarboxylations vont permettre de libérer de l'énergie qui va être transmise à un ADP avec un phosphate inorganique. Formé de l'ATP. Exactement. Okay. Et en même temps, on a des composés réduits qui vont se mettre en place. Alors, on les appelle ici R''H2. Pour faire la différence, parce que comme c'est pas la même molécule exactement que chez les végétaux, donc là, on met un prime. Voilà, donc on a un R' qui va devenir un R''H2. Exactement. D'accord. Voilà. Et au niveau de la mitochondrie, dans sa membrane, on a la chaîne respiratoire, parce qu'on a au niveau de la respiration cellulaire. Au niveau de la membrane interne. Oui, exactement. Est-ce que les élèves ont vu dans des images en microscopie électronique les crêtes mitochondriales? Oui, ils les ont vues. D'accord. Donc, cette nouvelle réaction chimique dont on va bientôt parler se passe au niveau de la membrane interne et au niveau des crêtes mitochondriales. Exactement. Donc pas dans le milieu, dans la matrice mitochondriale. Tout à fait. Okay. Donc c'est vraiment au niveau des crêtes. Et un petit peu sur le même modèle qu'on a vu avec le chloroplaste, on a donc cette chaîne respiratoire et on va avoir donc cette fois-ci du dioxygène qui va être utilisé.
Et il va être couplé avec des protons pour donner une molécule d'eau qui constitue également un déchet de la respiration. Et on a l'ATP qui va être produite en grande quantité grâce, comme précédemment, à ces fameux gradients de protons qui finalement constituent une énergie. Les élèves entrevoient aussi la notion d'ATP synthétase, donc c'est une enzyme qui utilise ce gradient de protons pour produire de l'ATP à partir du phosphate inorganique et de l'ADP. Et on a également les R' qui sont reconstitués aussi à partir de cette chaîne respiratoire. D'accord. Donc, si je résume, à partir d'un glucose, donc notre glucose, il est tout d'abord intégré à tout un tas de réactions chimiques médiées par des enzymes et on obtient du pyruvate. Oui. C'est donc la glycolyse qui a permis de former certains ATP. Oui, c'est ça. Ce pyruvate, il rentre dans la mitochondrie. Oui. Il participe au cycle de Krebs. Oui. Là aussi, il y a production d'ATP, production de composés réduits et libération de CO2 qui va ensuite être rejeté chez les animaux par la respiration ventilatoire. Exactement. Et ces composés réduits vont participer au niveau des crêtes mitochondriales à la chaîne respiratoire et ça va encore produire des ATP. Exactement. Et donc au final, à partir d'un glucose, on en a produit combien des ATP? 36. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est assez rentable, c'est pas mal. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a d'autres réactions chimiques qui permettraient de fabriquer de l'ATP autre que la photosynthèse et la respiration cellulaire? Alors oui et non. En fait, la respiration, ça reste quand même, on va dire, un métabolisme vraiment phare, un métabolisme clé. En revanche, parfois, les conditions du milieu peuvent changer et on peut se retrouver en conditions dites d'anoxie, c'est-à-dire avec quasiment pas d'oxygène, voire pas du tout. Et dans ces conditions-là, on a toujours la glycolyse qui se fait, parce que elle n'a pas besoin de dioxygène, on l'a vu précédemment. Le souci, c'est que très rapidement, on va se retrouver coincé, puisqu'on n'a pas notre régénération de composés réduits. Et comme il n'y a pas de dioxygène, les chaînes respiratoires, elles ne peuvent pas être utilisées. Ouais. Du coup, il y a certaines cellules qui ont trouvé finalement un pis-aller, c'est-à-dire pouvoir arriver quand même à produire un petit peu d'énergie, un petit peu d'ATP, sans dioxygène. Donc ces cellules-là, elles vont faire ce qu'on appelle une fermentation. Donc, ok. La fermentation, il y en a deux types. Est-ce que les élèves voient les deux types en spé? Oui. Donc alcoolique et lactique. Exactement. Ok. Là maintenant, on voit ensemble les deux? Oui, on peut voir les deux. Alors, je sais pas, l'alcoolique, par hasard. Allez. Alors, les élèves se basent sur les levures. Ouais. Donc, c'est des êtres vivants unicellulaires. C'est des champignons. Et ils se rendent compte que ces levures, quand elles sont en condition d'anoxie, elles ont la possibilité justement d'effectuer une fermentation alcoolique. C'est-à-dire que on a notre pyruvate qui va finalement ne pas pouvoir être décarboxylé dans ce cycle de Krebs et donner du CO2, mais il va être transformé en alcool et cette transformation va permettre de produire quelques ATP. Mais on n'a pas le rendement précédent de 36 ATP. D'accord. On a des rendements vraiment moindres. Donc si tu parles du pyruvate, ça veut dire que le glucose, il a quand même participé à la glycolyse. Oui. Mais comme on n'a pas dans le milieu de dioxygène pour participer aux réactions suivantes, il y a, je sais pas, les machineries enzymatiques vont détourner le pyruvate pour l'utiliser et former de en fait, ce l'éthanol. sera d'autres enzymes qui vont intervenir, les enzymes de la fermentation, plutôt que celles de la respiration. D'accord, ok. Voilà. Mais elles ont, comme tu dis, il y a un rendement qui n'est pas le même. Oui, le rendement n'est pas extraordinaire. D'accord, Donc, très bien. Finalement, voilà, la cellule, elle arrive à avoir un certain métabolisme, mais on va dire que elle va pas pouvoir faire des choses extraordinaires non plus. D'accord, donc peut-être une multiplication cellulaire un peu moins fréquente, oui, voilà. des choses comme ça. Exactement. Ok. Ouais. Et donc, quelle est la différence avec la fermentation lactique? Alors parce que toutes les cellules n'ont pas le même équipement enzymatique et par exemple certaines cellules musculaires humaines, pas toutes, elles sont capables d'avoir un équipement enzymatique en condition d'anoxie va permettre de transformer ce pyruvate, cette fois-ci non pas en alcool, mais en acide lactique avec production de quelques ATP. Donc en fait, les cellules, elles ont la capacité de s'adapter en fonction du milieu, donc plutôt de faire de la respiration cellulaire dans son intégralité, ou alors de la shunter avec la fermentation. Oui. Et donc nos cellules, nos cellules humaines, elles ne peuvent pas faire la fermentation alcoolique. Non. Donc elles ne font qu'exceptionnellement la fermentation lactique. Oui. C'est certaines cellules musculaires qui doivent fournir un effort intense et rapide,
où on n'a pas une mobilisation suffisante de dioxygène. Donc elles vont être en condition d'anoxie dès le début. Très rapidement. Très rapidement. Il faut qu'elles fournissent un effort rapide et intense, mais du coup, ça ne peut pas durer sur le long terme. Ouais. C'est-à-dire que cette fermentation lactique, elle est vraiment réservée à un sprint, voilà, ce genre de choses. D'accord. Et alors justement, tu en parles depuis un moment, la contraction musculaire. Comment nos cellules musculaires vont faire pour utiliser cet ATP qui a été fabriqué au cours des processus cellulaires dont on vient de parler? Oui, alors justement, les élèves de Terminal SP voient l'ultrastructure des cellules musculaires. Ils l'ont un petit peu entrevu en seconde, et là, ils le revoient vraiment sérieusement, on va dire. On parle du sarcomère? Oui, on parle du sarcomère. On parle des bandes ou pas? Oui, on parle des bandes. Ils définissent vraiment tout ça. Et ils visualisent, en général avec des films, etc., le déplacement de l'actine par rapport à la myosine. Okay. Et ils se rendent compte qu'il y a tout un cycle et que finalement, pour que ce déplacement puisse avoir lieu, il faut qu'une molécule d'ATP se fixe et qu'elle soit hydrolysée en ADP, phosphate inorganique, donc avec libération d'énergie. Donc ça redresse la tête de myosine. Voilà. Et ensuite, quand l'ADP s'en va, la tête de myosine vient s'accrocher au niveau de l'actine. Exactement, c'est ça. Ok. Et après, quand ça se recourbe, quand ça reprend... Il faut à nouveau de l'ATP. Oui, voilà. Donc en fait, on a ce cycle de contraction, décontraction qui est permise avec un renouvellement d'ATP. Mais en fait, qui est hyper rapide. Ah oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Tu vois avec eux la tropomyosine ou c'est hors programme? Non, a priori, c'est pas quelque chose dont on parle. D'accord, ok, ça marche. Ouais. Donc, on vient de terminer la deuxième vidéo. Si vous êtes tombé par hasard sur celle-ci, sachez qu'il y en a eu une première. Donc, on a parlé des deux autres thèmes dans le programme de SP SVT. Donc, c'est toute la partie sur le climat, évolution de l'atmosphère, passé, présent, futur, et tout ce qui touche à la glycémie. Et les diabètes. Et les diabètes, d'accord? Exactement. On vous rappelle que les élèves de SP seront interrogés sur le thème de SP exclusivement dans l'exercice 2.2. Si vous n'avez pas bien compris comment fonctionne cet exercice-là, j'ai fait une vidéo de méthodologie où je reprends, j'explique un petit peu comment il faut rédiger et puis aussi le regard de l'enseignant, comment nous, correcteurs, on fait pour corriger et vous donner une note, donc pour que vous puissiez avoir la meilleure note possible. Merci Mona d'avoir participé à ces deux vidéos. Avec plaisir. Et puis on va vous laisser travailler. Bon courage pour la suite. Salut. Travaillez bien. De glucose. D'accord, ok. Voilà. Ok. Allez, one more time. Donc on l'a dit précédemment, le chloroplaste, c'est l'organite clé de la... Désolé. À l'intérieur de ce chloroplaste, on a... Je vais boire un coup. Mais pause. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans ce chloroplaste? Que se passe-t-il dans le chloroplaste? Vont permettre de faire tourner oui. Le cycle de Calvin. Ah oui, j'ai dit Krebs depuis tout à l'heure. Faut recommencer. Ah merde, le lapsus. Je suis pas sûre. Ok, bon, très bien. Faudrait vérifier. On regardera. Ouais. Bon, on coupera. Surtout. On va couper. Je sais plus. Trou de mémoire. Trou de mémoire. Je pense que c'est Calvin. Calvin nous a foutu dedans.